Bonjour à tous, j'espère que vous avez profité de cette matinée où nos équipes de tournage étaient parties battre la campagne pour lire et apprécier cette langue extraordinaire, même si parfois on ne comprend absolument pas ce qu'on lit. Bien, donc nous allons essayer de comprendre un peu Montaigne. Alors, je vous ai donné 2 extraits du chapitre consacré à l'amitié. Et je vais commencer par vous parler d'un autre chapitre qu'on trouve dans les essais, qui est un chapitre sur la solitude. Et oui, ça paraît contradictoire. En fait, ça ne l'est pas. Pourquoi? Dans le chapitre sur la solitude, de quoi est-il question? Eh bien, il est question de se retirer du monde. C'est un vieux classique. Et ce retrait du monde, en fait, est une entrée en soi-même. Alors, nous connaissons bien, ça s'appelle l'introspection, mais c'est pas tout à fait ça chez Montaigne. Ce dont il s'agit dans cette entrée en soi-même, c'est de jouir de soi-même, de jouir de ce que je suis, mais cette jouissance de ce que je suis, elle a pour but de me préparer à la mort. Alors, il y a un court chapitre des essais qui a pour titre « Philosopher, c'est se préparer à mourir ». Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça va signifier que je dois abandonner progressivement tout ce qui serait susceptible de me causer de la douleur si je venais à le perdre. Je dois renoncer à jouir pour l'instant de ce qui pourrait m'être ôté, par exemple si j'étais malade, ou si je perdais ma fortune, etc., etc. Alors, ça nous rappelle un peu Épicure, ça nous le rappelle même beaucoup, 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 beaucoup. Que pouvons-nous tirer de ça? Eh bien, je vais vous lire une maxime que l'on trouve dans ce chapitre 39 consacré à la solitude. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Savoir être à soi. Donc, si la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi, c'est-à-dire savoir ce que je suis et ce qui est nécessaire à vivre bien. Avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, à savoir ma mort. Mais ma mort qui peut être anticipée dès ce monde par la guerre, par tout un tas de calamités qui peuvent tomber sur moi et qui déjà m'ôteront un certain nombre de biens dans lesquels je me complais actuellement. Bon, cette épée de Damoclès étant posée, je dois être à moi, et nous avons devant le nez 2 extraits où justement être à soi est problématique. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est être au moins 2. Donc être à soi quand on est 2, comment on fait? Alors, c'est ici qu'il va falloir comprendre. Alors, je vous invite à avoir sous le nez le 2e extrait, parce que je ne vais pas commenter le premier, je ne voudrais pas trop vous lasser, il fait beau, le soleil brille et le ciel est sans nuages, donc vous avez sans doute d'autres chats à fouetter que de vous occuper de Montaigne. Donc nous allons essayer de rester un peu bornés dans notre lecture. Donc je vous propose de lire le second petit extrait. Donc, qu'y a-t-il dans cet extrait? Eh bien,
il y a d'abord cette idée qu'il peut y avoir des amitiés différentes. Je peux aimer celui-ci pour telle qualité, cet autre pour telle autre, etc. Ça, on a vu ça hier avec Aristote. C'est-à-dire que Montaigne va décliner, sans le dire, mais tout en le disant, les deux premiers types d'amitié que l'on a trouvés chez Aristote, à savoir l'amitié par utilité, l'amitié par plaisir. Le plaisir, ça peut être de passer un bon moment avec tel ou tel, des amis, ça, nous connaissons, nous savons faire. Et Montaigne nous dit, eh bien, tout ça, oui, pourquoi pas, bien sûr, ça fait partie de notre vie, c'est plutôt bien, mais il y a quelque chose qui est délicat. C'est quoi? C'est la contradiction des devoirs. Si j'ai plusieurs amis, il se peut que leurs intérêts personnels à chacun soient contradictoires. Ce qui signifie que je vais devoir faire avec l'un ce que je ne dois pas faire avec l'autre. Je vais devoir dire à l'un ce que je ne dois pas dire à l'autre. Donc vous voyez, conflit de devoirs, Kant nous aiderait là-dessus, conflit de devoirs, ça va signifier qu'il y a une trace de pneu dans la purée du petit. C'est-à-dire que ces amitiés ne sont pas justes. Et c'est là que va intervenir la solitude, n'est-ce pas? Dans la mesure où ces amitiés ne sont pas justes, puisque je dois, moi, dire à l'un ce que je dois taire à l'autre, faire avec l'un ce que je ne dois pas faire avec l'autre, ça va signifier que je ne vais pas pouvoir me déprendre de ces choses qui ne sont pas moi. Je ne vais pas pouvoir, je répète, être à moi. Je ne vais pas pouvoir être à moi. Je vais devoir me modeler tour à tour sur l'un, sur l'autre, etc., etc. Donc, ces amitiés sont imparfaites. On va dire, ce sont des relations humaines, très bien, mais elles sont imparfaites. Et l'exemple que va prendre Montaigne, c'est l'exemple du secret. Je tiens un secret, je ne dois donc pas le divulguer. Or, dit Montaigne, si je tiens ce secret, je peux le divulguer à mon ami. Alors, mon ami, c'est Étienne de la Boétie. Je peux le divulguer à mon ami. Pourquoi puis-je le divulguer à mon ami tout en restant dans ce secret? Eh bien, tout simplement parce que je peux le communiquer à mon ami. Pourquoi? Parce que, nous dit Montaigne, le secret que j'ai juré de ne déceler à nul autre, je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre, c'est moi. Celui qui n'est pas autre, c'est moi. Nous voilà au centre du problème. Et en même temps, nous voilà au moment de la résolution de la contradiction possible entre le désir de solitude et l'amitié. Alors, dans le texte précédent, dans l'autre extrait que je vous ai donné, les questions de la volonté et de l'unité des volontés. Si je suis dans une unité de volonté dans l'amitié, ça veut dire que ma volonté est la volonté de l'autre et que la volonté de l'autre est ma volonté. La vie commune qu'on a déjà vue chez Aristote est ici non seulement une communauté de biens, non seulement une communauté politique, mais une communauté intérieure, on va dire, une communauté de l'esprit. Mais cette communauté de l'esprit fait que je suis bien moi, et que l'autre est bien lui, sauf que l'autre et moi, nous sommes le même.
Donc, euh, voilà, voilà le problème. Avec Montaigne, nous atteignons pratiquement le paroxysme de la négation d'autrui. L'amitié chez Montaigne est la disparition de l'altérité. Donc ça, c'est fondamental. Cette disparition de l'altérité, et c'est pour ça que c'était intéressant de regarder le chapitre sur la solitude, cette disparition de l'altérité va de pair avec ce que aujourd'hui nous nommerions l'individualisme, c'est-à-dire va de pair avec le fait que j'existe pour moi-même, et seulement pour moi-même, et seulement pour moi-même. Mon existence, si elle doit être une existence heureuse, nous visons le bonheur, n'est-ce pas? Mon existence, si elle doit être une existence heureuse, c'est une existence dans laquelle je dois apprendre à jouir de moi-même. Je peux jouir de moi-même dans l'amitié, et je jouis effectivement de moi-même dans l'amitié. Pourquoi? Parce que cette amitié, au sens que Montaigne donne à ce terme, et au sens où elle a été vécue par Montaigne et la Boétie, cette amitié, en fait, est la disparition totale de l'altérité. Alors, bien sûr que les autres, les amitiés bas de gamme, on va dire, qui sont au début de ce petit paragraphe, les amitiés bas de gamme, où je suis ami avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec un tel, chaque fois pour des raisons différentes, etc. Ces amitiés bas de gamme ne vont pas jusqu'à cette disparition de l'altérité. Mais lorsque l'amitié atteint sa quintessence, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'autre. Disparition de l'altérité et en même temps singularité absolue du philosophe qui se prépare à sa propre mort. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, là, nous allons quitter Montaigne et nous allons, j'allais dire, on va en faire un peu notre beurre pour la suite. Qu'y a-t-il là d'assez étonnant? Eh bien, c'est cette conjugaison entre l'individualisme, jouir de moi-même, me préparer à ma mort, me déprendre de tout ce qui pourrait éventuellement ne plus m'être donné pour garder une certaine assise intérieure et un certain bonheur intérieur, et en même temps, cet individualisme va avoir pour conséquence que lorsque, j'allais dire, le cœur humain atteindrait, et je mets un conditionnel, lorsque le cœur humain pourrait atteindre une espèce comment dirais-je, de perfection dans son rapport avec les autres, eh bien, à ce moment-là, ce rapport avec les autres est un rapport de dénégation de l'altérité. C'est ça la corrélation. Et c'est ce problème que nous allons retrouver avec Kant demain. Alors pareil, demain, les équipes de tournage ont dit qu'il faisait toujours beau, donc sans doute elles iraient se promener demain matin. Donc ce sera pour demain après-midi que nous aurons enfin la possibilité de tourner un nouvel épisode. Fin de la parenthèse. Ce va-et-vient, on va dire, ou cette logique de l'individualité, eh bien, ma foi, c'est encore une espèce de fond propre de la philosophie. Essayer de faire une expérience de pensée imaginaire, dans l'imagination, au début de l'année, avant d'avoir eu la grâce infinie d'avoir des cours de philosophie en terminale. Qu'imaginiez-vous de la philosophie? Le philosophe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, seul en lui-même, réfléchit, pense. Bon,
on n'est pas sûr que ce qu'il peut penser soit intéressant, parce que quand même, il y a le concret, il y a la vie, il y a, etc., etc. Mais globalement, c'est un peu le poète version Baudelaire, mais qui ne fumerait pas la moquette. Bon, globalement, c'est ça un philosophe. Eh ben, où nous trouvons-nous cette image? Chez Montaigne. Chez Montaigne. Je vous signale qu'avec Montaigne, nous sommes à l'orée, à l'aube, on va dire, de la période philosophique moderne. La période philosophique moderne commence avec cette affirmation de l'individualité. Je veux me déprendre, être seul en moi-même, jouir de moi-même, et patati et patata. Et lorsque je suis dans un rapport avec autrui, et dans un rapport qui a la qualité maximale, on va dire, pas dans des rapports communs, triviaux, utilitaires ou de plaisir, pour reprendre les catégories d'Aristote, mais lorsque je suis dans un vrai rapport vertueux, je reste chez Aristote, eh bien, lorsque je suis dans ce rapport, il y a négation totale de l'altérité. Je peux dire n'importe quoi à mon ami, y compris les secrets dont je suis dépositaire. Pourquoi? Parce que cet ami, c'est moi. Je reprends Montaigne. Cet ami, c'est moi. La question qui est soulevée, c'est précisément ce rapport individualisme, moi, c'est moi, et moi comme jauge, moi comme point d'ancrage de toute forme de réalité possible. Et moi comme ancrage de toute forme de réalité possible, moi comme négation de toute altérité, puisque justement, si je veux préserver l'altérité, il faut que je me décentre. Ça ne peut pas être moi. De Montaigne à Descartes, nous sommes sur une autoroute en ligne droite. Que va faire Descartes? Il va dire à Montaigne, eh ben, écoute Michel, c'est pas idiot ton truc, je vais faire ce que tu dis, je vais rentrer dans ma solitude, je vais me regarder le nombril, et je vais reconstruire toute la connaissance. Bon, oui, je la construis sans autrui. Je la construis sans autre. Et j'allais dire, lorsque je suis dans cette idée de l'amitié, c'est encore une fois, l'amitié étant la manière la plus authentique, la plus profonde de vivre une relation avec autrui, eh bien, lorsque je suis dans cette réalité la plus profonde du cœur humain, eh bien, il n'y a plus d'autrui. Terminé, c'est lui, c'est moi, et c'est nous. Mais c'est un nous que je ne vais jamais prononcer en nous. Je vais dire je si je veux aller jusqu'au bout de ce que nous dit Montaigne. Puisque c'est moi. Lorsqu'il dit je, c'est moi qui dis je. Mais lorsque je dis je, c'est lui qui dit je en moi. Terminé, il n'y a pas de tu. Le tu a disparu du discours. Il y a cette espèce de fusion des volontés, de fusion des biens, etc., qui est une négation complète de toute forme d'altérité. Voilà, alors je vous donne rendez-vous demain après-midi où nous regarderons le texte de Kant qui se trouve dans vos manuels, parce que nous allons continuer avec cette idée d'amitié. Chez Kant, bien sûr que ça va prendre une autre tournure, mais pas fondamentalement différente. Et ensuite eh bien, nous regarderons l'autre tradition philosophique, pour l'Occident en tout cas, qui est la tradition biblique. Voilà, à demain.